Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informer, c'est notre devoir, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue. La coopération RDC-Belgique dans le domaine de l'asile a constitué l'essentiel des échanges lors de l'entretien que le président Félix Tshisekedi a accordé mardi 14 avril à la ministre belge de l'Asile et de la Migration, Anne-Hélène Van, en marge des activités à la Cité de l'Union africaine, La Fontaine-Cabana, qui nous signe ce reportage. Les discussions ont notamment porté sur la hausse marquée des demandes d'asile introduites par les ressortissants congolais. Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la collaboration entre la Direction générale des migrations (DGM) de la RDC et l'Office des étrangers belges afin de mieux encadrer le flux et d'assurer un traitement plus cohérent des dossiers. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par les préoccupations exprimées récemment par la ministre belge qui a alerté sur l'augmentation rapide du nombre de demandes. Selon Anne-Hélène Van Bassi, le dossier introduit par les Congolais aurait doublé entre 2023 et 2025 pour atteindre près de 2500 dossiers. Une dynamique qui se poursuit en 2026 suscitant l'inquiétude des autorités belges. Nous avons besoin de changements car en Belgique, la charge de la migration sur notre société, notamment la sécurité sociale, l'enseignement, le logement et la sécurité est devenue trop importante. C'est pourquoi nous devons réviser notre politique, a déclaré la ministre. À ce jour, moins de 15% des demandeurs d'asile congolais obtiendraient effectivement une protection en Belgique. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi 14 avril à la Cité de l'Union africaine les nouveaux représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, James Swan, également à la tête de la MONUSCO. Cette première rencontre officielle a permis d'établir les bases de la coopération entre Kinshasa et la mission onusienne dans les cadres d'un mandat désormais renouvelé. La Fontaine-Cabana qui revient encore une fois de plus. Selon la présidence de la République, les discussions ont notamment porté sur la mise en œuvre des résolutions 2808 et 2773 du Conseil de sécurité. Ces décisions précisent le rôle de la MONUSCO et encadrent ses priorités sur le terrain. Dans cette dynamique, la mission des Nations Unies devra contribuer à l'appui du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu instauré au terme des processus diplomatiques menés à Washington et à Doha. L'objectif recherché est d'une part d'assurer le rétablissement effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et d'autre part de mettre fin aux administrations parallèles jugées illégitimes implantées dans des zones sous occupation militaire rwandaise. Cette prise de contact s'inscrit dans la volonté de Kinshasa de disposer d'une MONUSCO plus opérationnelle, recentrée sur la restauration de l'intégrité territoriale. Avec ses mandats renouvelés, l'ONU est appelée à réconforter son accompagnement actif dans les efforts de stabilisation et de reconquête de la souveraineté. Et restons toujours à la présidence de la République. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a reçu les mardis 14 avril Murat Yuku, ambassadeur de la République de Turquie en République démocratique du Congo. Cette audience s'inscrit dans le cadre de la 5e édition du Forum diplomatique d'Antalya qui se tiendra du 17 au 19 avril 2026 à Antalya en Turquie, placé sous le thème cartographier l'avenir, gérer les incertitudes. Cette rencontre réunira des acteurs diplomatiques et institutionnels autour des enjeux internationaux actuels.
Et puis, dans un message publié sur le compte Twitter de la présidence congolaise, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a adressé ses sincères félicitations au nouveau président du Bénin, Romuald Wadani, pour son élection à la tête du pays. Le président Félix Tshisekedi a également formulé le vœu de voir le leader de Romuald Wadani permettre au Bénin de poursuivre sa marche vers les développements économiques et social. Par ailleurs, il a réaffirmé sa volonté de renforcer le lien de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Bénin dans l'intérêt commun de leur peuple et au bénéfice du continent africain. Âgé de 49 ans, Romuald Wadani entamera un mandat de 7 ans. Ancien ministre de l'économie et de finances, il succède à Patrick Talon, dont il était le dauphin désigné. Selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome Sénat, il a été élu dès le premier tour avec 94 suffrages. Et puis coincé entre Géant et Golfe de Guinée, le Bénin joue la carte de la stabilité et du port de Cotonou, 14,5 millions d'habitants, une économie agricole qui se modernise et un nouveau président élu à 94. Voici le pays en un timbre avec Jossard de Boula. Situé à l'ouest du continent africain, façade étroite de 121 km sur le golfe de Guinée, voisin direct de Burkina Faso et de Niger au nord, Nigeria à l'est, Togo à l'ouest, altitude moyenne de 273 mètres avec point culminant des monts Sokparo, 558 mètres, la capitale officielle de Bénin, Porto Novo est la capitale économique, Cotonou, avec une démographie de 14 463 millions d'habitants en 2024, croissance plus 2,66% par an, avec une densité de 122 000 à 126 habitants par kilomètre carré. La population jeune, 53%, vit en ville, espérance de vie 59,3 ans pour les hommes et 62,2 ans pour les femmes. L'agriculture et l'agro-industriel comme activité principale de Bénin. Base de l'économie, coton 49% des exploitations, soja 12,5%, noix de cajou 11%, moteur du tertiaire 52% du PIB grâce au port autonome de Cotonou. Poumon pour Interland sahélien. La construction est le secteur le plus dynamique 2023-2024, plus 12,4% de valeur ajoutée. Le nouveau président, Romuald, 49 ans, élu le 12 avril 2026 avec 94,0,5% des voix au premier tour. Il succède à Patrice Talon et il prend fonction le 23 mai depuis l'indépendance de 1960. Il est le 9e président de la République du Bénin après Maga, Apiti, Aoma Degbe, Tometin, Zinsou, Kérékou, Soglo, Boni, Yahi et Talon. Avec la République démocratique du Congo, les deux pays entretiennent des relations cordiales et régulières, ancrées dans les cadres multilatéraux, l'Union africaine, l'ACP, l'ONU. Pas de contentieux majeurs. Les échanges sont toujours politiques et communautaires via les diasporas. La République démocratique du Congo et le Bénin coopèrent sur les dossiers de paix, sécurité en Afrique centrale et de l'Ouest, de partage des positions communes à l'Union africaine sur l'intégration régionale. Les visites bilatérales restent ponctuelles. Le commerce direct est faible, dominé par le transit via Cotonou pour l'Interland. Le Bénin est le pays format proche de l'Afrique de l'Ouest qui refuse de rester en poche. 114 millions de kilomètres carrés, mais un port qui fait respirer le Niger et le Burkina Faso. 14 millions d'âmes, mais une croissance entendue à 7% en 2026. L'élection de Wadani dit deux choses. La continuité de la méthode talent, technocratie, grands travaux, rigueur budgétaire et l'absence d'alternance réelle après l'écartement des démocrates de Boni-Yahi. 94% au premier tour. C'est une légitimité écrasante ou une compétition verrouillée selon où l'on se place. La République démocratique du Congo, Porto Novo,
n'est ni un allié stratégique, ni un rival. C'est un partenaire d'instance, un cousin de l'Union africaine, utile quand il faut compter les voix d'Addis Abeba. Le vrai lien, c'est le modèle. Un pays peu doté en ressources minières qui mise sur la logistique, les services et la stabilité pour peser exactement que Kinshasa. Un pays peu doté en ressources minières qui mise sur la logistique, les services et la stabilité pour peser. Exactement ce que Kinshasa cherche à faire avec ses corridors. Le défi de Ouadani sera le même que partout. Transformer la croissance en assiette pleine, car la construction boste le PIB, mais la vie reste chère à Cotonou. Reste à embarquer tout le monde. Et puis parlons autre chose. À présent, la Commission électorale nationale indépendante CENI, par le biais de son président Denis Kazadi, a procédé ce mardi 14 avril 2026 au dépôt officiel de son rapport annuel 2025-2026 à l'Assemblée nationale. Il était accompagné à cette occasion de membres de son bureau ainsi que de ceux de la plénière, en croire la cellule de communication de cette institution d'appui à la démocratie. Suivez tout dans cet élément. Fidèle au respect de ses obligations légales, la Commission électorale nationale indépendante CENI a tout au long des 4 années du mandat de son président Denis Kadima observé avec régularité le délai prescrit pour le dépôt de ses rapports annuels conformément aux dispositions en vigueur. La remise de ces documents a été effectuée auprès du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. Il s'agit d'une première depuis l'accession de ces derniers à la tête de la Chambre basse du Parlement, marquant ainsi une étape significative dans le raffermissement de relations institutionnelles. Au total, 550 exemplaires du rapport ont été remis afin de permettre aux députés nationaux d'en prendre connaissance de manière approfondie. Ce rapport, exigé par la loi, vise à garantir la transparence du processus électoral et à informer le représentant sur les activités menées entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. La CENI y expose son bilan et ses perspectives. Nous sommes venus en tant que plénière de la CENI déposer notre rapport annuel couvrant la période d'avril 2025 à mars 2026, a fait savoir le président de la CENI devant la presse à l'issue de cette formalité. Par ailleurs, Denis Kadima, président de la centrale électorale, a dans sa conclusion souligné que son institution s'est réjouie de la qualité de relations qui s'établissent avec l'Assemblée nationale, tout en réaffirmant son engagement à collaborer étroitement pour le bien du pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Lancement samedi 12 avril à Kinshasa de travaux d'intérêt général, une vaste opération de sensibilisation et de lutte contre l'insalubrité placée sous le thème « Une ville propre, une police proche de la population », œuvre de la police nationale congolaise sur instruction du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani Louko. L'initiative vise le maintien de l'hygiène publique. Suivez. Menée simultanément en plusieurs points de la ville de Kinshasa, notamment à Kitambo Magasin, au rond-point Gaba et ailleurs, cette action a mobilisé plusieurs éléments de la police nationale congolaise, afin de renforcer la lutte contre l'insalubrité à travers la capitale. Les porte-paroles de la police nationale congolaise, les générales Mavungu, expliquent en ces termes. En tant que service d'ordre chargé du maintien et du rétablissement de l'ordre public est un tout qui renferme en son sein 3 composants. 1. La paix et la tranquillité publique. 2. La sécurité de personnes et de leurs biens. Et enfin 3. La salubrité publique, c'est-à-dire l'hygiène publique, c'est-à-dire la prévention des maladies. C'est donc à ce titre que la police nationale congolaise va se déployer au jour pour assurer cette 3e composante du tout qu'on appelle l'ordre public. De par cet exercice,
la police nationale congolaise entend lancer un message de sensibilisation à toute la population de notre pays, en particulier celle de la ville de Kinshasa, dans le cas qui nous concerne, pour dire que la salubrité publique concerne tout le monde. Présent sur les lieux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécuritaire, affaires coutumières et décentralisation, Jacquemaine Chabani-Louko, a encouragé les éléments de la police nationale congolaise à être des exemples en matière de salubrité dans leur milieu de vie, au-delà de leur mission régalienne de maintien de l'ordre, de sécurisation de personnes et de leurs biens. Baordure nyoso, basalite nyoso, elongwa, bisika nyoso bozo sala musala, o ezali mokolo liboso, toko sala lango suivi, toko ya pe lisusu pour nous rassurer que musala esalamaki bien, tozo pe pesa exemple na commune pe na ba structure étatique mususu po bat nyoso bayeba ezala salubrité, ezala sécurité, ezali makambo etali biso. Ici est de rappeler que la mission première de la police est d'assurer la tranquillité, sécuriser de personnes leurs biens, maintenir et rétablir l'ordre public ainsi que protéger les hautes personnalités. Dans la continuité des actions engagées par le gouvernement pour rationaliser les services aux postes frontaliers et mettre fin aux tracasseries, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani-Louko, a tenu mardi 14 avril à l'aéroport international de Njili une séance de travail consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel. Suivez. Cette démarche s'inscrit dans les prolongements des orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à restreindre la présence au poste frontalier aux seuls services étatiques habilités afin de renforcer la sécurité, d'améliorer l'expérience de passagers et de sécuriser le recette public. La réunion s'est tenue en présence du vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies, de Communication et Désenclavement Jean-Pierre Bemba, ainsi que des responsables de deux principaux services concernés, dont la police nationale congolaise, l'Office congolais de contrôle, la Régie de voies aériennes, la Direction générale de migration, l'Agence nationale des renseignements, les renseignements militaires, ainsi que des représentants du ministère de la Santé et de la Défense. Les participants ont procédé à une évaluation approfondie de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel avec pour objectif de s'assurer du respect de directives, notamment à travers la réduction effective de services non essentiels ainsi que de la conformité aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. À cette occasion, le VPM Chabani a instruit les responsables de la RVA de lui transmettre la liste exhaustive des effectifs de différents services opérants à l'aéroport. Cette démarche vise à garantir le strict respect des exigences en matière de sûreté aéroportuaire et à consolider les avancées enregistrées sur le terrain. Et parlons autre chose, ce n'est pas une date fériée, pas de défilé, pas de discours officiel. Pourtant, le 15 avril a vu l'Afrique basculer plusieurs fois en RDC. Il ouvre la bataille sanglante de Bukavu en 1964. Au Rwanda, il tombe en plein génocide en 1994. Rappel de fait d'un jour qui cogne. Les détails dans cet élément que nous propose La Fontaine Cabana et Jossar Louboula. En République démocratique du Congo, le 15 avril 1964, les rebelles du CNL section Est lancent l'assaut dans la plaine de la Ruzizi et atteignent Bukavu. Minute de liste des personnalités à abattre. Ils tuent au moins 8 civils et 4 policiers. Le même jour, les forces gouvernementales reprennent la ville.
13 combattants Simba capturés, sommairement exécutés au camp de police de Bagira. La rébellion de Kivu commence dans les sangs. Le 15 avril se situe dans la dernière ligne droite de la guerre de la FDL. Lubumbashi est déjà tombé. Les colonnes de Laurent Désiré Kabila forcent vers Kasaï et Kinshasa. Mobutu vacille. Le pays change de régime un mois plus tard. En Afrique, le 15 avril 1865, Abraham Lincoln meurt, assassiné à Washington. 2 ans après l'abolition de l'esclavage, sa mort bouleverse la diaspora africaine et l'avenir des Noirs américains. 15 avril 1994, Rwanda, génocide des Tutsis est à son paroxysme. À Kigali, Butare, Kibuye, les barrières tuent toute la journée. L'ONU se retire. Le 15 avril est un jour ordinaire de massacre. C'est aussi le début des grands flux des réfugiés vers le Zaïre à l'époque. 15 avril 2019, Algérie. Abdelkader Ben Salah assure l'intérim présidentiel après la chute des Bouteflika. Le Irak occupe la rue. Le 15 avril, Alger retient son souffle entre système et peuple. Le 15 avril n'a pas de monument. Il a des fosses communes. En 1964 à Bukavu, le temps et la rébellion se répandent exécution pour exécution. En 1994 au Rwanda, le monde détourne les yeux pendant que les machettes travaillent. Cette date dit la brutalité des transitions africaines. Quand les pouvoirs craquent, c'est le civil qui paye. À Bukavu, ce sont des listes de suspects. À Kigali, ce sont les cartes d'identité ethnique. À chaque fois, le 15 avril est un jour sans procès. Il dit aussi le lien entre le continent et sa diaspora. Lincoln est tué le 15 avril 1965. C'est l'espoir des affranchis qui tremble. Le Irak algérien de 2019, c'est la jeunesse qui refuse de revivre 1964 ou 1994. Le 15 avril n'est pas férié parce qu'on ne célèbre pas les avertissements, on les subit. Puis, on les oublie. Jusqu'au prochain 15 avril. Il tombe dans les discours qui réclament la dignité. Il s'affiche sur les fréquences qui créent l'unité. Il s'invite dans les salons de coiffure où le jeune exigeant la coupe à la Lumumba, mort mais pas parti, son combat pour un Congo debout refuse l'enterrement pour 2 millions des Congolais. Lumumba n'est pas un chapitre d'histoire, c'est un verbe du quotidien, se lever, parler haut, bâtir le pays qu'il voyait. 60 ans après le bal, Patrice Lumumba pèse encore en RDC. Ces 3 mots, unité, dignité, Congo libre, traversent la vie de tous les jours. Ils s'attendent dans les débats politiques sous les manguiers. Ils s'élisent dans la façon d'éteindre boutique sans courber l'échine. Son combat pour la liberté déborde de livres. Ils taguent les murs, chauffent le palabre, taillent le nuque. Beaucoup de jeunes portent sa coiffure comme on porte un chapeau. 1961 a pris l'homme. Pas l'élan dans le cœur et le choix de Congolais. Lumumba marche toujours. Le look, ce n'est pas l'idéologie. Et nous avons incarné cela pour refléter l'image de Patrice Emery Lumumba. Mais ce look, avant même Lumumba, tous ceux qui avaient cette raie que vous voyez, ce sont ceux qui ont la rigueur en eux. Et ça symbolise une détermination sans faille à lutter contre l'oppresseur, contre toute domination occidentale. Et surtout, lorsque nous incarnons aujourd'hui Patrice Emery Lumumba, ce sont les valeurs que nous incarnons. Et parfois, ce look, c'est pour que certains puissent voir en nous que oui, je peux approcher cet homme. Et cet homme peut incarner en quelque sorte les valeurs lumumbistes. Et oui, nous les incarnons. On a détruit le corps de Lumumba.
pas sa vision. Tant que des Congolais se battront pour l'unité et la dignité, il le guidera. Pas depuis une tombe, depuis les rues, les discours, le rêve d'une République démocratique du Congo plus fort. À la cité des jeunes dans Bosco, les bois façonnent plus que de meubles, ils façonnent de vie. Depuis 1964, l'atelier de menuiserie forme 700 jeunes par an de 14 à 25 ans à la scie, au ciseau et à la discipline. Résultat, des compétences qui ouvrent l'auto-emploi et l'atelier artisanal. Le hic de machine à bout de souffle, avec un appui, l'école peut devenir la référence du métier du bois. Ici, une planche rabotée, c'est déjà un pas vers la dignité. La Fontaine Cabana qui nous signe ce reportage. À la cité de Don Bosco, la formation en menuiserie s'impose comme l'un des piliers de l'encadrement des jeunes âgés de 14 à 25 ans. Depuis 1964, cette structure œuvre sans relâche pour offrir à une jeunesse souvent vulnérable un cadre propice à l'apprentissage et à l'insertion professionnelle. Au fil des années, au moins 700 jeunes sont formés chaque année dans différentes filières avec une place particulière accordée à la menuiserie. Dans cet atelier, les apprenants acquièrent des compétences concrètes, fabrication des meubles, maîtrise des outils, techniques de transformation du bois. Un savoir-faire directement exploitable sur le marché du travail. Cette approche pratique permet à plusieurs jeunes de s'orienter vers l'auto-emploi ou d'intégrer des entreprises artisanales. Au-delà des compétences techniques, la formation inculque également discipline, rigueur et sens de responsabilité. Mais malgré ces résultats encourageants, un défi majeur persiste. Le vieillissement des équipements. Les machines et outils devenus vétustes nécessitent une modernisation pour maintenir la qualité de la formation et répondre aux standards actuels. Malgré cela, le potentiel reste intact. Avec un appui adéquat, la cité des jeunes Don Bosco pourrait franchir un cap décisif et s'imposer comme un véritable centre de référence dans la formation au métier du bois. Ce que nous pouvons attendre de FPI, c'est de nous permettre de moderniser cet atelier et de le rendre encore beaucoup plus capable de rendre d'énormes services, mais surtout pour la formation des jeunes et leur insertion socio-professionnelle. Étant donné qu'ils sont des jeunes vulnérables que nous accueillons chaque année, et nous avons besoin de leur doter des compétences nécessaires pour leur insertion socio-professionnelle. Et actuellement, la menuiserie a besoin d'être refaite en termes de machines, de matériel, mais aussi des programmes pour pouvoir répondre aux besoins actuels des entreprises qui attendent la main-d'œuvre qualifiée des jeunes en menuiserie, mais aussi pour faire face à toute la concurrence de tout le meuble mobilier venant de l'extérieur, alors que nous avons des compétences, nous avons le cadre, et que c'est question seulement d'améliorer des bonnes machines et des bons programmes pour former vraiment des menuisiers complets capables de faire la fierté de la cité des jeunes. Ici, la menuiserie ne se limite pas à un métier, elle devient un tremplin vers l'autonomie et la dignité pour toute une génération. Le DGA Blaise Mastaki a clôturé son séjour à Lubumbashi par la visite de chaque agent et cadre du FPI à son poste de travail. Des remarques et encouragements pour améliorer les rendements. Une question de réarmement moral. Suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des impôts, lus par Sarah Mangonda. Communiqué officiel numéro 01/016/DGI/DG/DIV.com/VMT/2026. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP, au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois de mars 2026 intervient le 15 avril 2026 pour les obligations suivantes.
dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés IRPP-DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la première quotité trimestrielle de la retenue à la source sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des micro-entreprises au titre de l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP-DR2. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des plus-values réalisées par les personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. À l'exception des contribuables gérés par la direction des grandes entreprises DGE et par le centre des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisée sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas: SMMO Bandundu dpibandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur dpiéquateur.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental dpioccidentale.reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema dpimaniema.reception@dgirdc.cd, SMMO Sud Kivu dpisudkivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts subvisés gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 2 avril 2026, Barnabé Mwakadimomba, directeur général. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se revoit la prochaine et reste toujours branché sur Happy Télévision, l'image insoupçonnée de la RDC. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'actualité en continu sur apic-tv.net.